Bonjour mes amis, et bien voici une vidéo consacrée à De Gaulle et le syndicalisme. Et même le vrai titre, c'est « Comment De Gaulle a corrompu le syndicalisme en France ». Je fais cette vidéo pour deux raisons. D'abord pour continuer à parler de la question de la sécurité sociale et des syndicats, question que j'avais évoquée au début il y a quelques semaines avant notre tournée à La Réunion. Et puis je le fais aussi pour expliquer comment De Gaulle a fait un certain nombre de choix qui n'étaient pas des choix moraux, mais des choix politiques. Et je voudrais illustrer aujourd'hui l'immoralité des choix qui ont été faits par De Gaulle en matière de syndicalisme. Parce que j'ai eu des commentaires sur ma vidéo que je vous recommande concernant la morale en politique comme arme utilisée par Macron pour fourvoyer la résistance. Et j'ai eu des commentaires disant « Mais De Gaulle, c'était un mec génial, il était honnête, il était sympa, c'était un mec bien, c'était pas une ordure comme Macron. » Je voudrais, sur ce point, montrer, si vous voulez, on pourrait faire une série « De Gaulle, cette fripouille », parce qu'en réalité, De Gaulle n'a été ni meilleur, ni pire que ses prédécesseurs et ses successeurs. Il a fait des choix politiques, et en politique, il faut savoir être cynique, et faire des choix qui sont parfois extrêmement contestables moralement. J'en donne un exemple aujourd'hui sur le syndicalisme et je choisis sciemment ce sujet parce que j'entends régulièrement De Gaulle la participation, De Gaulle et les travailleurs, De Gaulle et les ouvriers, les respecter, etc. Je vais vous montrer aujourd'hui comment De Gaulle a fait le contraire de la participation qu'on lui prête et qu'il n'était pas du tout le saint homme en matière sociale que les gaullistes sociaux essayent de vous faire croire. Et d'ailleurs, ils le savent tous très bien. Donc, je vous explique. Alors, pour l'état des forces syndicales à l'époque où le général de Gaulle arrive au pouvoir. Alors, contrairement à ce qu'on croit, rétrospectivement, on a l'image des 30 Glorieuses, de Gaulle qui arrive au pouvoir en 1958, d'une France prospère, où tout va bien, les gens s'enrichissent, sont contents, etc. C'est totalement faux. D'abord, on rappelle que De Gaulle est arrivé au pouvoir en 1958 en pleine crise financière, et particulièrement en pleine crise des finances publiques, et que grâce à la mesure impopulaire et cynique qu'il va prendre, qui s'appelle le plan Rueff. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur le plan Rueff. De Gaulle va décider d'assainir massivement, de façon totalement libérale. De Gaulle a eu une politique économique libérale. Ce n'était pas du tout un social, ce n'était pas du tout un antilibéral, contrairement à ce que des gugus essayent de nous faire croire aujourd'hui. De Gaulle, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1958, fait adopter le plan Rueff, et le met en œuvre très largement, et ce plan est fondé sur un assainissement des finances publiques. Tout le monde se souvient du passage, enfin ceux qui étaient nés, ce qui n'était pas mon cas, de l'ancien franc au nouveau franc, mais ce passage, ce changement monétaire correspond à un plan de rigueur, ce qu'on appellerait aujourd'hui un plan de rigueur, destiné à assainir les finances publiques. C'est comme ça que la France a vécu pendant 15 ans, c'est-à-dire les 10 ans du gaullisme plus les 5 ans qui ont suivi, dans un état de très faible dette publique. C'est grâce à la politique libérale d'austérité, très thatchérienne, du général de Gaulle. Voilà. Donc là aussi, il faut replacer les choses. Mais donc, en réalité, on est dans une situation de crise, et pas les 30 Glorieuses qui nous sont présentées aujourd'hui comme quelque chose d'extraordinaire étaient une époque de crise profonde. Et il faut noter que cette crise profonde se traduit aussi par des mouvements sociaux extrêmement importants, des grèves, des journées de grève très nombreuses et des difficultés sociales avec des revendications très fortes qui se termineront par le grand cortège de mai 68, hein, ce qu'on a appelé les accords de Grenelle. Pourquoi maintenant on parle sans arrêt d'un Grenelle de bidule, d'un Ségur de trucs? C'est à cause des accords de Grenelle qui sont négociés en 1968 pour sortir de la crise de mai 68, avec des revalorisations de salaire extrêmement importantes,
parce que la France de Gaulle est une France où socialement la vie n'est pas facile. Hein. Donc faut arrêter les cuicui, les petits oiseaux, la participation de la valeur ajoutée. Ah, De Gaulle c'était quelqu'un, c'était pas vrai quoi. De Gaulle il a proposé la participation en 69, il s'est bien gardé de la mettre en œuvre avant, et avant les Français vivent des situations qui, même si on les appelle aujourd'hui 30 glorieuses, ne sont pas faciles. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette situation pas facile, elle conduit à une forte agitation syndicale, avec un syndicat qui est extrêmement puissant, qui est la CGT, et qui fait peur à tout le monde. Et il y a une obsession en France, c'est de casser les reins de la CGT, partout. Là aussi, De Gaulle, le syndicalisme, les ouvriers, non. Il y avait à l'époque une peur des rouges, et De Gaulle a tout fait pour casser les rouges. Ce que je trouve très bien, si vous voulez. Mais il ne faut pas se raconter des bobards. La stratégie de Gaulle n'a pas été de défendre le petit ouvrier français face au méchant capital. La stratégie de De Gaulle a été de casser les revendications ouvrières pour défendre des patrons français. Et c'est à la fin de son règne, si j'ose dire, qu'on a dû rattraper des salaires qui n'augmentaient pas. Pourquoi c'était comme ça en France et pas en Allemagne? Parce que De Gaulle a une stratégie vis-à-vis du syndicalisme qui a été extrêmement ciblée. Et là aussi, il faut le redire, ça n'a rien à voir avec la légende qu'on construit aujourd'hui sur un De Gaulle sympa. De Gaulle était un mec pas sympa, qui n'aimait pas les syndicats et qui ne défendait absolument pas les ouvriers face au patron. Faut pas raconter des conneries. Et donc comment il a fait? Il a inventé un bidule que personnellement moi j'ai combattu lorsque j'étais administrateur au MEDEF, et qu'on a fait changer. Peut-être qu'un jour je vous raconterai comment ça s'est passé, ça peut avoir son intérêt. Mais De Gaulle invente dans les années 60, avec l'administration du travail, ce qu'on a appelé la présomption irréfragable de représentativité. Alors c'est quoi ce charabia? C'est que De Gaulle dit, voilà, il faut qu'il y ait des syndicats dans les entreprises, on est bien d'accord, on n'est plus sous Napoléon III où l'appartenance syndicale était pénalisée, criminalisée. Il faut dire que jusqu'en 1864, appartenir à un syndicat en France, c'était s'exposer à une peine de prison. Donc De Gaulle sent bien qu'il ne peut pas rester dans cette logique où il n'y avait pas de section syndicale d'entreprise facile à créer, où il n'y avait pas d'accord, il n'y avait pas de dynamisme dans les accords, en grande partie parce que le patronat était à huis clos avec la CGT, et que donc, pour éviter les conflits, la lutte des classes, on a cherché des échappatoires. Alors ces échappatoires, on les connaît tous. On a créé, avec l'aide de la CIA en 1947, le syndicat EFO a été créé, CGT EFO, qui était donc une espèce de dissidence de la CGT. On pourra faire un jour, si vous voulez, l'histoire de EFO. Existait concurremment à la CGT la vieille CFTC, la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, qui s'est muée dans les années 60 en CFDT, donc la CFTC a continué à exister. La CFDT a attiré à elle les travailleurs, on va dire, de centre droit, c'est ça, la CFDT, qui ne se sentaient plus chrétiens. Donc, on se retrouve avec un paysage où il y a 4 grands syndicats, la CGT qui est le syndicat dominant, le syndicat majoritaire, la CFDT qui prend son envol sortant de façon un peu douloureuse de la CFTC. Là aussi, si vous voulez, on pourra refaire un jour cette histoire. Et puis on a EFO, qui est une espèce de tentative. EFO, EFO est à la CGT ce que Zemmour a été à Marine Le Pen. Sauf que personne n'a jamais cru à l'époque que EFO arriverait à devenir un syndicat dominant. Certains ont cru, dur comme fer, que Zemmour parviendrait à être président de la République. Bref. On se retrouve avec 4 syndicats. Et il y a un autre petit syndicat qui s'appelle la CGC, on ne va pas en parler, mais la CGC regroupe les cadres, c'est un syndicat de cadres, et à l'époque, les cadres sont beaucoup moins nombreux qu'aujourd'hui, donc c'est un syndicat qui est beaucoup plus minoritaire, si vous voulez, qu'aujourd'hui. Et ce que dit De Gaulle à un moment donné, c'est qu'il prend conscience qu'en Allemagne, il y a une dynamique de la négociation collective, il y a des accords d'entreprise avec le syndicat Ligue Farben, etc., c'est-à-dire avec un syndicat dominant.
Et donc, tout le monde se dit, mais pourquoi ce qui marche en Allemagne ne peut pas marcher en France? Et donc, De Gaulle règle le problème en faisant un choix terrible qui va nous plomber pendant 40 ans, hein, qui va plomber le capitalisme français pendant 40 ans. Ce choix, c'est de dire, on va créer un syndicalisme parasitaire pour le vider de son contenu et pour tuer toute forme de lutte des classes. Et ça s'appelle la présomption irréfragable de représentativité. Ça veut dire quoi, ce bastringue? Ça veut dire que à l'époque, et jusqu'à la loi Larcher, on en parlera si vous voulez de cette évolution de ces lois, mais jusqu'à la loi Larcher, c'est-à-dire jusqu'au début des années 2000, jusqu'à Chirac pour aller vite, on va considérer qu'on peut négocier des accords dans les entreprises, que ces accords, il suffit qu'un syndicat représentatif le signe pour qu'il soit applicable à tous les salariés de l'entreprise. Je vous le redis, on va dire que, avec la présomption irréfragable de représentativité, on dit qu'un accord signé par un syndicat minoritaire peut s'appliquer à tous les salariés de l'entreprise, même si le syndicat majoritaire de l'entreprise ne signe pas l'accord. Et De Gaulle va prendre cet arrêté, enfin c'est pas lui, mais il va couvrir cet arrêté ministériel de 1966 qui fixe la liste des syndicats représentatifs de façon présumée dans les entreprises. Cette liste, c'est la CGT, la CFDT, la CFTC, FO et la CGC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une entreprise où les gens sont dans une entreprise de 1000 personnes, dans une usine de 1000 personnes, je fais simple, supposons qu'il y ait 800 ouvriers adhérents à la CGT, qu'il y en ait 150 à la CFDT et 50 à la CFTC. Si les patrons négocient avec la CFTC, avec les 50, avec le délégué syndical qui représente 50 salariés de l'entreprise, ils négocient un accord avec ceux-là, la CFDT, la CGT disent on ne veut pas de ce truc, mais la CFTC signe, la CFTC signe, ça veut dire que l'accord peut s'appliquer, qu'il est régulier, et que l'accord peut s'appliquer à tous les salariés, y compris ceux de la CGT, y compris ceux de la CFDT. Alors, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. La première chose, ça veut dire qu'on a considéré que les syndicats, les petits syndicats minoritaires, pouvaient négocier autant que les gros, hein. Et ce qui a été la porte ouverte au pire débordement. Donc moi, je me souviens que j'étais au MEDEF, et je n'étais pas salarié du MEDEF, je participais aux négociations internes au MEDEF sur la réforme de la représentativité patronale en 2008. Je me souviens d'avoir dit, mais il faut, c'est encore aujourd'hui ma position, il faut qu'il y ait deux grands syndicats en France, la CFDT et la CGT. Et on peut garder la CGC pour les cadres. Les autres doivent disparaître, ils ne représentent plus qu'eux-mêmes. Alors ils doivent disparaître, sauf si ils prouvent que. Hein. Donc moi je ferai une vidéo si ça vous intéresse, laissez-le en commentaire, je vous expliquerai comment ça s'est passé de l'intérieur. Mais donc, je me souviens d'avoir dit, cette technique, je me souviens d'avoir dit à mes collègues patrons, cette technique qui consiste à prendre un petit syndicat, à le gorger d'argent pour qu'il signe un accord qui s'applique à tout le monde et qui permet d'éviter une négociation sincère avec le syndicat majoritaire, quel qu'il soit, ça suffit. Et je me souviens d'un collègue, tu es en train de donner le pouvoir aux rouges. Je dis oui, mais si les rouges sont majoritaires, ben, il faut faire avec les rouges. Et donc pendant 30 ans, d'abord, on a fabriqué des faux syndicats, des syndicats de jaunes. C'est-à-dire que je me souviens, tout le monde le sait dans le milieu, tout le monde savait, dans les entreprises, ça existe. Alors je prends l'exemple, dans les branches, dans les entreprises, c'était la même technique. Et je me souviens d'une entreprise, d'une grande entreprise qui doit avoir 10 000 salariés, les mecs, ils ont créé une section CFTC pour pas avoir la CGT et ils mettaient l'argent qu'il fallait pour que les mecs signent. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a inventé la corruption du syndicalisme et c'est comme ça qu'on a
que De Gaulle, à un moment donné, fait admettre l'idée que la démocratie sociale n'existait pas. Et que, au fond, un syndicat qui représentait 5% des salariés pouvait, dans sa relation privilégiée avec le patronat, décider pour tout le monde. Et qu'on pouvait totalement ignorer les revendications majoritaires. Ça, c'est De Gaulle. Hein, voilà. On va pas m'expliquer que c'était un mec social. Il a fait tout le contraire. Je vais vous expliquer pourquoi il l'a fait, mais il a fait tout le contraire. Deuxième conséquence durable de cet arrêté sur la présomption irréfragable de représentativité, c'est qu'on a définitivement tué le syndicalisme en France. Ce qui était le but recherché par De Gaulle, soyons clairs. C'est-à-dire qu'on a dit aux syndicats, que vous représentiez 10% des salariés ou 50% des salariés, ce n'est pas un problème. Et donc, ne cherchez pas à avoir des adhérents. Donc, on a décidé que les délégués syndicaux n'étaient pas élus, qu'ils étaient nommés par des syndicats représentatifs. Et donc, c'était très simple. Vous étiez patron, vous étiez emmerdé par la CGT. C'est comme ça que ça s'est passé. Il faut arrêter les fantasmes. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé grâce à cet arrêté? C'est que quand vous étiez patron, vous étiez emmerdé par la CFDT, vous repériez 3 ou 4 jaunes, vous les preniez à part, leur disiez, tu veux pas créer une section CFDT, FO, CFTC, CGC, tout le monde parfois c'était CGT d'ailleurs, et on en prenait 3 ou 4, ils se faisaient désigner par l'organisation nationale comme délégué syndical, et ce gars-là, il était totalement financé par le patronat, il avait été choisi par le patron, et il pouvait signer n'importe quel accord, et qui engageait tout le monde. Et la CGT, pof, allez vous faire voir. Bon. Et donc, à un moment donné, les syndicats ont pu vivre et participer aux décisions sans avoir d'adhérents. Ça a été ça la conséquence du gaullisme social. Et donc, durablement, ça a tué le syndicalisme, parce que durablement, les syndicats se sont dit, mais à quoi bon aller chercher des adhérents, alors que de toute façon, un délégué syndical en entreprise n'est pas élu, il est désigné, et il est désigné d'après sa couleur syndicale, quel que soit le nombre de syndiqués. Donc on a tué l'activité syndicale, et on a tué l'engagement syndical. Et quand je dis on, c'est la stratégie gaullienne. Alors, je voudrais dire ça parce que genre, De Gaulle, le saint De Gaulle, non, De Gaulle, il a été au service des patrons, c'est pas du tout un antilibéral, il a mené une politique d'austérité, et il a mené une politique de casse sociale systématique pour éviter le développement de la CGT. Alors, est-ce qu'il faut en tenir rigueur à De Gaulle ? Moi, je comprends qu'à l'époque, la CGT, elle prenait directement ses ordres auprès de l'Union soviétique, auprès de Moscou, c'était comme ça. Hein. Au fond, il y a eu ce débat en 2008 sur la réforme de la représentativité, qui est, c'est quoi l'impact du développement de l'élection au sein de l'entreprise pour définir la représentativité patronale. Et beaucoup de patrons ont dit, mais en réalité, l'élection, ça présente un inconvénient, c'est que ça pousse à la surenchère. Et on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire que pour gagner, on a besoin, les syndicats, à un moment donné, lorsqu'ils sont en perte de vitesse, pour reprendre du poil de la bête, ils se lancent dans une surenchère de négociations, demandant plus de salaire, plus de ceci, plus de cela. Et donc, c'est un facteur de tension sociale. L'élection des délégués syndicaux, l'élection des comités d'entreprise, le principe de l'élection de la démocratie sociale est perçu par beaucoup de syndicalistes eux-mêmes comme un facteur de perturbation, parce que c'est un facteur de tension plutôt qu'un facteur de construction commune. Et je comprends qu'à l'époque où la CGT était le bras armé de Moscou en France, et où tout ça obéissait à des stratégies géopolitiques, je comprends que le général de Gaulle se soit dit il faut casser le truc. Pourquoi je vous parle de ça ? Pour marteler le fait que, en réalité, la politique, c'est pas de faire un choix moral. La politique, c'est pas de dire j'aime les ouvriers, je vais les défendre, et on va prendre des mesures de bienveillance pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est pas ça la politique. La politique, c'est tenir compte des réalités et se dire qu'est-ce qui est le mieux.
Évidemment, lorsque le mur de Berlin est tombé et que le bloc soviétique s'est fracturé, l'impact de Moscou sur la CGT a beaucoup diminué. Donc on a changé les règles. Mais je peux comprendre que De Gaulle ait fait ce choix scélérat de casser la démocratie sociale dans les années 60 pour éviter d'importer dans les entreprises des conflits qui n'étaient pas ceux des entreprises. Mais ça veut dire qu'en politique, à un moment donné, on ne fait pas de choix par rapport au bien ou au mal, par rapport à la bienveillance qu'on a pour les ouvriers ou pas. On fait des choix à partir d'un principe de réalité et en tenant compte des forces en présence pour défendre un objectif. Et je crois que c'est une erreur aujourd'hui de sanctifier De Gaulle, parce que De Gaulle n'a jamais été un saint, et De Gaulle n'a jamais défendu la veuve et l'orphelin. Hein. Il a défendu la prospérité du pays en faisant des choix qui se sont montrés rétrospectivement coûteux pour l'ensemble de la démocratie française, coûteux pour les entreprises, mais qui, à l'époque où il les a faits, avaient leur cohérence et pouvaient se comprendre. Personnellement, moi, je suis partisan du dialogue social, du dialogue franc, et donc j'ai toujours été partisan de l'entreprise, de syndicats d'entreprise. Je suis contre les accords interprofessionnels. Je crois que les accords d'entreprise doivent être la norme en matière de droit du travail. Mais ça suppose un syndicalisme fort et un syndicalisme représentatif. Et De Gaulle nous en a privés. Voilà. C'était un choix qui pouvait se comprendre à l'époque. Je le critique, mais je ne le critique pas pour des raisons morales. Je le critique pour des raisons politiques, pour des raisons de vision stratégique. Mais est-ce que De Gaulle, lorsqu'il a fait ses choix de fripouille qui ont consisté à casser le social, est-ce qu'on doit lui reprocher d'avoir été une fripouille? Non, il a fait son job de politicien. Voilà. Je voudrais insister là-dessus parce qu'il ne faut pas confondre les problèmes politiques qui sont des problèmes de construction de la cité et qui sont d'abord des problèmes de politique publique qui concernent l'État ou les institutions et les problèmes moraux qui sont des problèmes individuels et qui n'ont rien à voir avec les choix étatiques. Et le pire, c'est quand l'État se met à faire de la morale, c'est toujours le début du totalitarisme. Voilà. Si vous voulez d'autres vidéos sur l'histoire du syndicalisme et sur l'histoire récente, sur la façon dont Gérard Larcher a pris des mesures importantes, puis ensuite comment Nicolas Sarkozy a réformé la représentativité, je vous les ferai. Ce sont des sujets importants. Ça nous éloigne du Covid, ça nous éloigne des gentils des méchants, mais ce sont des sujets importants pour comprendre la société française d'aujourd'hui et de demain. Merci mes amis.